Je suis Jean-Manuel Bluet, je travaille chez Nestlé sur le développement durable et donc je suis ravi de vous accueillir ce matin. Je commencerai par vous remercier d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. J'ai quelques points à nous rappeler avant qu'on démarre. Vous rappelez pourquoi sommes-nous là, pour faire un peu le bilan de nos engagements et puis surtout, et vous le verrez dans la deuxième partie, construire les engagements futurs. Cette alliance qui a été créée en 2013 donc réunit à la fois des organisations professionnelles et des industriels, et plus récemment des distributeurs, qui ont pris un premier engagement en 2013, qui était de se fournir à 100% d'huile de palme certifiée RSPO. Suite à un certain nombre de contacts, notamment avec certains d'entre vous, on est allé un peu plus loin, notamment lors du Salon de l'Agriculture, en 2014, où on s'est engagé à horizon 2020 sur un objectif zéro déforestation, qui reste encore à définir et à éclaircir, et on espère que cette journée va nous aider à progresser là-dessus. Plus récemment, je crois que c'est au mois de février, on a salué l'arrivée de RSPO Next. Là aussi, il reste à découvrir comment on va le mettre en place. Pour nous, c'était une avancée positive de voir qu'on pouvait, on allait prendre en compte les tourbières et puis les forêts à haute valeur carbone, qui est un des engagements importants sur lequel on a déjà commencé à travailler. Mais cet engagement reste volontaire. Dans nos échanges tout à l'heure, ça pourra faire partie des éléments qu'on sera amené à discuter. Sur un point de vue un peu plus personnel, j'avais souhaité vous dire un peu pourquoi personnellement cet engagement était fort et en quoi ça résonnait. Ça sont des photos que j'ai prises dans un voyage que j'ai fait à Sumatra. Sur celle de gauche, on est au centre d'une plantation de palmiers à huile. Et celle de droite, les choses que vous voyez sur le côté, c'est deux énormes citernes pleines d'huile de palme. Donc c'est vraiment au centre de Sumatra. Et probablement ces lambeaux de forêt qu'on voit ici ont aujourd'hui disparu. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a personnellement vraiment fortement impliqué. Et c'est ce qui explique, entre autres, que je continue sur cet engagement. Puisque si j'écoute notamment Francis Allais, qui est un botaniste assez connu pour ceux qui s'intéressent aux forêts en France, la situation continue à s'empirer. Donc c'est important aujourd'hui, et dans les enjeux qu'on va traiter, c'est important qu'on continue à se mobiliser grâce à cette alliance pour que le mouvement ne faiblisse pas. Alors sur l'huile de palme, pour revenir à des choses peut-être un peu plus classiques, vous rappelez donc que cette huile de palme est produite en majorité en Asie, puisqu'on dit autour de 85% vient soit d'Indonésie, soit de Malaisie. Et donc elle est responsable d'une partie de la déforestation sur ces zones-là depuis une trentaine d'années. Et on a été aussi sensible au fait que l'enjeu aujourd'hui se déplace plutôt sur l'Afrique. Donc ça fera partie des réflexions qu'on souhaite mener avec vous. Chez nous en France, donc cette huile est utilisée principalement dans le secteur agroalimentaire et dans les cosmétiques. Enfin, en tout cas, ce sont les acteurs qui nous ont rejoints dans l'Alliance. Et elle est le plus souvent utilisée sous forme raffinée, ce qui est un des enjeux qu'on pourra traiter dans la matinée. Et elle est très utilisée notamment pour ses propriétés physico-chimiques, puisqu'elle a une texture et un mode de conservation qui est extrêmement positif pour un certain nombre d'applications industrielles. D'un point de vue nutritionnel, elle a permis d'éliminer notamment les acides gras trans qui se créent au moment où vous hydrogénez des huiles végétales. Donc il y a eu un aspect positif là-dessus, même s'il y a encore beaucoup d'échanges sur Internet ou sur les réseaux on sent qu'il y a encore beaucoup de travail à mener sur cet aspect-là. Sur le plan environnemental et économique, je vous rappelle qu'un des enjeux majeurs, c'est le rendement de l'huile de palme, qui fait que si on voulait produire la même quantité d'huile, il faudrait des surfaces qui sont de 3 à 8 fois plus importantes, ce qui justifie aussi le fait d'utiliser cette culture. L'Alliance est organisée notamment en groupe de travail, donc il y en a un sur la communication et il y en a un sur la traçabilité, que j'ai le plaisir d'animer notamment avec Ségolène et Michael qui seront là ce matin. Et donc on va vous présenter un certain nombre de résultats ce matin
au niveau de ce groupe de travail. Mais avant d'aller sur les résultats, j'aimerais revenir peut-être sur plusieurs points qui ont attiré notre attention, notamment au niveau France et plus largement au niveau européen. Donc saluer dans un premier temps l'exonération qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale pour l'huile de palme d'origine durable. Un des enjeux, ça va être de définir ce que c'est que durable. Et donc, on est persuadé que ça va contribuer à inciter les industriels à s'engager sur cette filière durable et à nous rejoindre au sein de l'Alliance. Il y a eu l'annonce de la création d'un groupe de travail qui va permettre de garantir une labellisation sérieuse de l'huile de palme. Et donc on sera tout à fait attentif et volontaire à participer à ce travail. Et on salue également bien sûr l'engagement de la France sur la déclaration de New York en septembre 2014. Plus largement au niveau européen, on souhaiterait bien évidemment que la France puisse rejoindre la déclaration d'Amsterdam, aux côtés d'autres pays qui l'ont signée au niveau européen, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni, puisqu'on est persuadé que si le changement s'opère au niveau de la filière, il s'opérera parce qu'il y aura une masse suffisante au niveau européen pour que l'ensemble des raffineurs puissent soutenir ces démarches de traçabilité et de certification. Plus récemment aussi, au niveau de la Commission européenne, il y a eu 2 études, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais une étude sur la faisabilité d'un plan d'action sur l'antidéforestation. Donc normalement, il devrait y avoir des résultats publiés au mois de septembre, et on restera bien sûr très attentif à ces travaux. Et puis, il y a une étude qui va démarrer sur l'impact environnemental de la consommation d'huile de palme. Donc là aussi, on va rester au sein de l'Alliance assez attentif à ces travaux. Je nous souhaite une bonne réunion de travail aujourd'hui. On va donc commencer par un certain nombre de présentations, qui j'espère ne seront pas trop longues, pour vous parler à la fois des résultats et des enjeux sur le futur. Vers midi, on se séparera en 3 groupes autour de tables rondes qu'on a souhaité constituer pour que ce ne soit pas juste une matinée de présentation, mais qu'on ait l'occasion tous ensemble de travailler à la constitution de ce qui va pouvoir être les prochains enjeux. Le premier volet de la présentation concerne donc notre premier objectif, 100% RSPO. Au niveau de l'Alliance, plusieurs étapes. Les résultats qu'on va vous montrer ont été récoltés d'une façon qui ne nous mette pas en porte-à-faux d'un point de vue respect de la législation sur la concurrence. Donc elles ont été agrégées par un tiers indépendant. Vous verrez qu'ils ne sont pas exprimés en tonnes, mais en pourcentage. Le premier tableau montre un petit peu l'évolution de la fourniture pour les membres de l'Alliance. On était à peu près à 50-50 entre huile de palme conventionnelle et huile de palme durable. Et dans ce tableau, on a agrégé l'ensemble des certifications. Et puis progressivement, vous voyez qu'on est arrivé sur cette année 2015 sur une quantité qui est beaucoup plus importante, qui suit cette certification. Vous serez peut-être étonné du passage entre 2014 et 2015. Et en fait, il y a un des membres qui représente une part importante. Mais bien sûr, je ne peux pas le nommer, je n'ai pas moi-même les chiffres, mais une part importante de l'huile de palme achetée par les membres de l'Alliance et qui a basculé entre 2014 et 2015, ce qui permet d'expliquer pourquoi on a eu cette évolution importante. Un point aussi pour dire que dès 2012, 2 entreprises se fournissaient déjà à 100% d'huile de palme durable et qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des membres, il y a 7 entreprises qui sont à 100%. Ce qui permet là aussi d'expliquer les chiffres que vous voyez ici. Alors on va aller dans plus de détails et je vais laisser la parole à Ségolène. En effet, on va aller dans plus de détails. Juste avant, on vous a présenté l'évolution des approvisionnements des membres de l'Alliance en vous présentant le global certifié et la part de conventionnel qui reste dans les approvisionnements. Là, vous avez la présentation du détail en fonction des différents niveaux de certification RSPO. Et puis on a ajouté en 2015 une précision avec l'intégration des approvisionnements en huile de palme durable selon d'autres référentiels qui vont plus loin que le RSPO ségrégué.
Vous pouvez voir qu'il y a une nette diminution des approvisionnements couverts par des certificats Green Palm au profit de plus d'approvisionnement dans les chaînes certifiées physiques et donc le ségrégué et autres référentiels. En 2014, quand le chiffre de 45% dans la colonne RSPO ségrégé ne faisait pas le détail des approvisionnements selon les autres référentiels. Et donc c'est un point à noter puisque entre 2014 et 2015, on a une forte augmentation de cette part d'approvisionnement en huile de palme physiquement tracée durable. Donc on passe de 45% à 73% d'approvisionnement certifié RSPO ségrégé et autres référentiels. On tenait aussi également à faire un point puisque, comme vous l'avez vu, on a encore des certificats Green Palm qui sont achetés et qui couvrent une partie des approvisionnements en huile de palme de nos membres et puis une infime part de conventionnels. Et donc les principales raisons de ces approvisionnements qui sont, on va dire, sans traçabilité jusqu'au moulin. Quand on parle d'approvisionnement en huile de palme, on a aussi beaucoup de nos adhérents qui achètent des dérivés du palme, du palmiste. Le marché de l'huile de palmiste, c'est vraiment quelque chose de confidentiel. J'avais des chiffres, en 2011, ça représentait 5,7 millions de tonnes, l'huile de palmiste, contre 50,1 millions de tonnes pour l'huile de palme. Et donc, quand on s'approvisionne en huile de palmiste et qu'on demande une huile de palmiste certifiée, on se retrouve sur un marché de niche. Et donc c'est assez confidentiel et difficile pour le moment d'avoir ces achats en version certifiée RSPO, masse balance ou ségrégée. Il y a ce point encore qui nous empêche de progresser vers plus de traçabilité physique de nos approvisionnements. En 2015, ça a été une année charnière pour la mise à disposition des matières premières certifiées au niveau ségrégé. Et on a aussi des membres qui travaillent des volumes de palme très importants et pour lesquels un passage en RSPO ségrégé nécessite des volumes disponibles importants. Et on a certains membres qui n'ont eu ces disponibilités qu'à partir du second semestre. Ce qui fait qu'il a fallu également couvrir une partie des achats de palme en certificat Green Palm pour couvrir justement cette première partie de l'année qui n'était pas au niveau de traçabilité espérée. Mais ça présage en 2016 une évolution positive vers le RSPO ségrégé, en tout cas pour ces types d'approvisionnement. Et puis, on a aussi certains membres qui ont intégré de nouvelles activités dans leur portefeuille et donc des industries qui avaient vécu leur propre vie auparavant et qui n'avaient pas forcément une politique huile de palme mise en place au sein de leur structure. En toute transparence, on intègre également les chiffres d'approvisionnement de ces industriels. Et ce qui fait qu'on a encore une petite part de conventionnel, mais avec une perspective 2016 de mise en œuvre de la politique huile de palme de ses membres auprès de leur nouvelle filiale, et donc d'aller vers un pourcentage d'huile de palme certifiée RSPO conforme à nos engagements.